Une loi qui fixe en fait les règles relatives à l'établissement, à la délivrance et même au retrait du permis de conduire. Et donc c'est la loi 05/2018 du 29 avril 2018. C'est une loi qui pose les conditions dans lesquelles vous pouvez obtenir un permis et qui pose les conditions dans lesquelles ce permis peut être retiré si on constate qu'à la mise en œuvre opérationnelle vous avez commis un certain nombre d'infractions. Donc je peux vous assurer qu'au regard de cette loi, les engins à 2 roues doivent impérativement, les tuteurs doivent impérativement donc avoir donc un permis de conduire. Donc c'est-à-dire que la réglementation sur la réglementation, si vous roulez la moto, vous devez donc posséder un permis de conduire vous autorisant. Ça c'est la règle. Tout à fait. La loi de 2018 a un champ d'application très précis. C'est-à-dire que ça s'applique aux vélomoteurs, aux cyclomoteurs, avec un certain nombre de cylindrées qui sont permis, et même aux tracteurs à moteur pour les activités agro-silvopastorales et même les activités donc, de travaux de bâtiments publics. Tous ces engins, normalement, leur détenteur doit pouvoir donc détenir un permis donc, de conduire en bonne et due forme. Du reste, la loi dont je fais cas précise qu'à intervalles réguliers, ceux qui sont détenteurs même des permis de conduire doivent réactualiser à la lumière de leur état de santé. Donc si moi j'ai un permis de conduire de catégorie C et qu'au bout de 10 ans, par exemple, je dois faire un test de santé au niveau des yeux, au niveau oculaire, pour voir si les conditions préalables qui avaient permis à l'autorité de me délivrer le permis de conduire, si ces conditions sont toujours d'actualité. Dans le cas contraire, on peut même me retirer donc, le permis de conduire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a aussi des textes réglementaires que j'ai vus, notamment un décret de 2003 qui porte sur la matière et un autre décret de 2012 qui porte aussi sur la matière. Mais quand je regarde, il y a comme un inachèvement du cadre juridique. Parce qu'à la lumière de ce qui se passe dans d'autres États, il faudrait que le Burkina Faso puisse se doter d'un code de la route en bonne et due forme. Voilà. Parce que quand vous regardez les textes réglementaires qui existent actuellement, ce n'est pas des textes réglementaires pris en application de la loi de 2018, qui semble être la loi la plus naissante. Donc on a des textes qui sont éparses et dont il est nécessaire qu'on puisse les mettre ensemble pour pouvoir produire un code de la route qui prenne en compte l'évolution de l'environnement et surtout la capacité, la matrice des infrastructures urbaines à prendre en charge cette question donc de sécurité routière. Parce qu'il vous souviendra que c'est une matière assez transversale et c'est pour ça dans d'autres États, que ce soit l'urbanisme, que ce soit les infrastructures et que ce soit la mobilité, du point de vue institutionnel, ces thématiques sont regroupées au sein d'un même département ministériel. Au regard de leur interpénétration, au regard de leur interaction et de leur interactivité. Donc je pense qu'il faut peut-être qu'on ait des politiques publiques plus holistiques qui puisse nous permettre d'avoir une réglementation qui prenne en compte un certain nombre de choses. Parce que vous ne pouvez pas en fait, défaire, ou en tout cas vous ne pouvez pas traiter la question de la sécurité routière sans intégrer la question des infrastructures urbaines, la question de l'extension des villes. Et donc c'est une approche beaucoup plus holistique qu'il faut avoir et il faut élaborer de mon point de vue un code de la route qui puisse prendre en compte l'ensemble de ces éléments. Sinon je peux vous assurer qu'au regard de la réglementation, même les détenteurs donc, des engins à 2 roues doivent avoir un permis de conduire, sinon ils sont en position de délit vis-à-vis de la loi et en principe la loi doit s'appliquer. Maintenant on est dans un pays où souvent on adopte des lois et au niveau de la mise en œuvre opérationnelle, on ne développe pas la même énergie qu'on a développée pour adopter la loi. Et c'est là où il y a l'écart entre ce que le cadre réglementaire prévoit et l'opérationnalité sur le terrain. En fonction des réalités du terrain aussi, parfois, qui ne sont pas parfois tout le temps. Je propose que je précise que nous avons invité le Nasser. On aurait voulu avoir le Nasser pour de plus grandes explications, mais le Nasser a très poliment refusé notre invitation. Peut-être une autre fois, ils viendront de toute manière. C'est pas. Ali Nana, si on n'a pas de statistiques, mais est-ce que quand on regarde le nombre de motos au Burkina Faso, est-ce qu'on peut avoir une idée de ceux qui connaissent réellement le code de la route? Est-ce que le pourcentage de ceux qui connaissent le code de la route est grand ou, à votre sens, il est petit? C'est vrai qu'on n'a pas, je vous demande de lire dans une boule de cristal, parce qu'on n'a pas de statistiques, mais peut-être on peut faire des extrapolations. Hervé, d'abord, permettez-moi de revenir sur vos premiers propos qui sont d'un intérêt extraordinaire. En réalité, il faut qu'on rompe avec l'ancienne pratique. Dès lors qu'il y a une question qui touche, nous sommes en révolution, dès lors qu'il y a une question qui touche les masses populaires, l'intérêt supérieur de ce peuple-là, il faut que les structures s'assument. Aujourd'hui, nous remarquons que cette question des permis de conduire, de sécurité routière, touche l'ensemble des Burkinabés parce que le Ouagadougou est réputé être la capitale des 2 roues. Donc nous ne pouvons pas comprendre qu'au moment où les autorités s'investissent pour assurer la sécurité du peuple burkinabé, on invite des structures pour venir s'expliquer, pour venir sensibiliser le peuple, pour venir travailler dans l'intérêt supérieur de ces masses-là, et que ces structures la refusent. Il faut que le Premier ministre,
que le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, interpelle nos institutions, nos structures à s'assumer. Dès lors qu'il y a une question qui touche effectivement ces intérêts, il faut que les gens se présentent sur les plateaux. Vous faites l'effort de sensibiliser, de donner l'information vraie au peuple. Et si ces structures-là sont là et ils ne veulent pas venir donner l'information ou donner l'éclairage nécessaire au peuple burkinabé, je crois que nous n'allons pas nous en sortir. Alors que la révolution, on nous a dit que la révolution ne rime pas avec l'ignorance. Il faut des gens qui connaissent la réglementation. Donc pour revenir à votre question... Avant de revenir à la question, en même temps, pour nuancer, il faut dire que c'est le droit des institutions qu'on invite de ne pas venir, et puis aussi que ce n'est pas forcément sur BF1 à cette info seulement que les institutions peuvent communiquer. Elles communiquent sur les canaux sociaux, des réseaux sociaux, sur leurs pages officielles, sur les sites officiels. Voilà, ce sont des institutions qui communiquent régulièrement là-bas, et sur d'autres formes aussi de médias. Quand on ne vient pas à cette info, on n'a pas commis un crime de lèse-majesté. Voilà, c'est tout à fait normal. Pour nuancer, c'est important de le dire. Effectivement, mais quand même, revenez sur le sujet. Cette info reste quand même une tribune où il y a de l'audience. Oui, absolument. Donc pour revenir à votre question, je crois que les chiffres ou les statistiques sont alarmantes au Burkina Faso par rapport aux accidents de la circulation. À ce que je sache, en principe, c'est parce que les gouvernances antérieures ne se sont pas assurées. Sinon, dès lors qu'un Burkinabé prend une moto ou un tricycle pour se mettre sur la voie publique, il doit pouvoir au moins maîtriser ce qu'on appelle le code de la route ou avoir son permis de conduire, ce qui n'est pas le cas. Alors que de par le passé, des textes ont existé, il vient de parler de l'adoption d'une loi et des textes réglementaires en la matière. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il manque des textes, c'est parce que simplement il y a un manque de volonté politique au sommet que les Burkinabés prennent toujours des motos ou bien en tout cas des tricycles et se mettent sur des voies publiques sans permis de conduire, sans connaître même le code de la route. Et je crois qu'à ce niveau, il faut féliciter l'ONASER, il faut féliciter la police municipale et puis les autorités en charge de la sécurité, parce que le droit à la sécurité est un droit fondamental garanti par notre constitution au profit des Burkinabés. C'est une question importante, surtout que les engins à 2 roues et à 3 roues sont les plus impliqués dans les accidents mortels, dans toutes sortes d'accidents, mais surtout dans les accidents mortels. Martin Savadogo, est-ce que c'est possible de ne pas posséder un permis de conduire, mais de connaître le code de la route? Est-ce que c'est possible? Bon, merci beaucoup. À ma connaissance, c'est un peu difficile parce que dans le processus d'acquisition du permis de conduire, le code de la route est la première étape. Si, par exemple, le code de la route était enseigné dans les écoles, en ce moment, tout le monde serait au courant des règles de la circulation. Donc, il y a lieu que cette matière-là soit enseignée depuis le primaire, parce qu'il arrive parfois que même des élèves du primaire ou des élèves de la 6e se déplacent à moto. Mais je voulais dire d'abord que je félicite le gouvernement pour sa façon de procéder, parce que pour chaque problème, il y a d'abord une grande phase de sensibilisation. Absolument. Et ensuite, la phase de répression vient en dernier ressort. Et c'est très bien de procéder comme ça, parce que l'éducation des masses populaires est une règle fondamentale, surtout quand on se trouve en période de révolution. Raison pour laquelle certaines matières, comme le droit, comme la finance, devraient être enseignées dès le primaire, pour que chaque citoyen sache, c'est bien de connaître ses droits, mais qu'il sache surtout ses devoirs d'abord. Voilà, parce que c'est ça qui est primordial. Bon, mais malheureusement, peut-être que pour des raisons commerciales, cette matière n'était pas encore enseignée, mais il y a lieu, au regard en tout cas de ce qui se passe, parce qu'il y a plus d'engins à 2 roues et des tricycles qui sont partout, sur toute l'étendue du territoire, mais malheureusement, le plus souvent, ceux qui les utilisent ne connaissent pas les règles minimales du code de la route. Donc attendez, c'est important ce débat, c'est-à-dire que nous avons sur nos routes 2 catégories d'usagers, c'est-à-dire ceux qui sont au volant des voitures, qui ont passé leur permis de conduire, qui connaissent le code de la route, et puis d'un autre côté, on a ceux qui roulent la moto, les usagers qui roulent la moto, qui n'ont pas de permis de conduire, donc on peut en déduire qu'ils ne connaissent pas le code de la route. Et ces 2 types d'usagers, un groupe qui sait comment on circule et l'autre qui n'a pas tous les tenants et les aboutissants du code de la route, qui circulent ensemble, ça peut être très dangereux parfois. Très dangereux. Très très dangereux. Et en fait, c'est quand vous passez de 2 roues à 4 roues que vous vous rendez compte en fait que ceux qui sont souvent à 2 roues roulent très mal. Et souvent, les accidents qu'on voit, la plupart des accidents, les engins à 2 roues sont impliqués. Parfois, même quand vous regardez comment les usagers prennent des risques, mais ça vous donne la chair de poule. Le fait de se slalomer entre les véhicules et parfois des véhicules de transport de marchandises,
qui ont souvent des freinages très défectueux. Et malheureusement, on assiste parfois à des cas malheureux où il y a des pertes en vies humaines. Et là, il faut sincèrement féliciter le gouvernement qui a fait de la préservation de la vie humaine sa bataille. Parce qu'il n'y a pas seulement que l'insécurité. Quand on regarde les chiffres, en tout cas, c'est alarmant. Voilà, il y a beaucoup de pertes en vies humaines sur nos routes. Surtout pour les jeunes. Voilà, et c'est dommage. Et vraiment, félicitations à l'ONASER, félicitations au gouvernement. Maintenant, il faudra que les citoyens soient également compréhensifs. Il y a un grand effort qui est fait au niveau du gouvernement pour mettre en place des véhicules de transport en commun, notamment avec Sotraco. Il faudra que le parc de Sotraco soit renforcé. Parce que quand vous regardez la circulation, le début de la circulation pendant les vacances et pendant l'année scolaire, c'est comme si le volume doublait. Alors, il faudra que, faute aux parents de pouvoir déposer les enfants, qu'il y ait en tout cas assez de véhicules de transport en commun pendant que la sensibilisation se poursuit. Et pendant également qu'on va probablement introduire ces matières-là dès le primaire pour que tous les élèves soient au courant. Vous parliez de la sensation qu'on a quand on passe d'une moto à chauffeur d'une voiture. J'ai une anecdote là-dessus. J'ai échangé un jour avec un chauffeur de taxi qui me disait que c'est quand lui, il allait faire son permis de conduire pour rouler son taxi, qu'il s'est rendu compte qu'à moto, il était un danger ambulant. Exactement. Et j'ai éclaté de rire. Et il dit, mais on est des dangers ambulants quand on est à moto parce qu'on ne maîtrise absolument rien. Et ça, c'est grave, c'est un cocktail dangereux parce que la grande majorité des Burkinabés roulent à moto. Il va falloir peut-être que le gouvernement trouve une solution. Je ne sais pas, peut-être introduire les cours sur le code de la route déjà depuis l'école primaire, le lycée, parce qu'à 14 ans, 15 ans, 16 ans déjà, les jeunes ont des motos pour aller à l'école. Dans ces débat, votre analyse sur le sujet. Oui, merci. Je pense qu'il y a une branche de la sociologie qu'on appelle sociologie urbaine et industrielle. Et en matière de ville, on parle de l'identité des villes. Et vous savez, en Afrique, nos villes ont des identités. Et le Burkina Faso particulièrement, ce dont nous sommes en train de parler, ce sujet-là, c'est une identité qui a été construite depuis la période coloniale. Et il ne faut pas oublier que nos grands-parents pouvaient quitter même l'école, pouvaient même quitter le pays, juste pour aller travailler en Côte d'Ivoire ou au Ghana pour s'acheter un vélo. Donc aujourd'hui, nous sommes face à deux écoles. Il faut savoir que la moto ou le vélo n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un moyen de mobilité, c'est un moyen de survie économique. Et on peut aussi dire qu'au Burkina Faso, rouler à moto, ça fait partie d'un style de vie, ça fait partie de l'attirance et surtout de la drague. Parce qu'en circulation, les gens se draguent. Maintenant, quand on regarde les réalités qui se posent à nous aujourd'hui, du point de vue juridique et d'emblée, on peut dire qu'il faut effectivement avoir un permis de conduire avant de circuler. Parce que du point de vue juridique, la responsabilité pénale commence à partir de 13 ans. Donc un jeune de 13 ans qui circule, ou moins de 13 ans qui circule, et qui fait partie d'un accident ou qui a créé un accident, il faut que, si la police fait les constats, il faut que ça parte en justice, c'est-à-dire devant la loi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait s'il a moins de 13 ans? Donc, il faut que, juridiquement, on accepte qu'il faut qu'il y ait un permis. De l'autre côté aussi, juridiquement, quelqu'un qui a une moto, est-ce qu'il faut qu'on dise qu'il faut qu'il ait une assurance? Est-ce qu'il faut que les motos aient une assurance? Je crois qu'au Burkina Faso, arrivé à un moment donné, il fut une époque où les vélos, même avec des plaques d'immatriculation. Et tout ça parce qu'on voulait de l'argent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que quand on regarde nos réalités, c'est un problème essentiellement politique. Parce qu'on a fait des erreurs de par le passé. Ça joue même pas sur la question du permis de conduire, mais ça joue même sur l'identité de nos villes au Burkina. Quand vous regardez aujourd'hui la circulation, si le Zenda on n'a pas fermé le Zenda, quand vous regardez en plein centre-ville, pendant les périodes de classe, regardez comment les enfants circulent. Le frère Martin Saodogo parlait de ça tout de suite. Vous voyez la circulation des enfants qui ont la chair de poule. Et c'est des accidents tous les jours. Maintenant, ces accidents, quand vous prenez ces données de la police, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, qu'est-ce qu'on fait de ça? Rien. C'est là seulement le jour qu'on en a besoin. Mais on devait avoir des sociologues, des psychologues, des juristes, des gens qui réfléchissent autour des statisticiens, qui réfléchissent autour de ces données pour pouvoir maintenant proposer des solutions. Vous voyez aujourd'hui pourquoi l'Afrique n'avance pas, on va en venir. Vous prenez aujourd'hui le département de justice, vous prenez le département de la sécurité, ils ne peuvent pas atteindre les objectifs parce que c'est unidimensionnel. Vous partez à la police, ce n'est que des policiers.
Vous partez à la justice, c'est des gens qui ont fait du droit. Et que font les autres branches? Alors que ces problèmes-là, on aurait pu y avoir, par exemple, on a fait ça en temps avec le ministère de l'Agriculture, on aurait pu avoir des sociologues qu'on recrute. La police doit avoir ses sociologues, ses psychologues. Le département de justice doit avoir ses sociologues, ses psychologues qui les aident à faire le travail. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Sinon, si on faisait des études et que ces données-là, par exemple, les pompiers peuvent analyser pour dire que nous, on a constaté ça. La police donne son analyse, la gendarmerie donne son analyse. Et avec tout ça, maintenant, on regarde qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, aujourd'hui, même si on dit qu'il faut les enseigner à l'école, on ne peut pas. Qu'est-ce que l'État va financer? Vous vous rappelez ici, quand les ONG amenaient des trucs comme l'excision, droit de l'enfant, droit de quoi, ce sont ces ONG-là qui financent. On forme les policiers, on forme les magistrats, on forme les gens, tout le monde, les séminaires de formation, les formateurs, des formateurs, tout le monde est content pour aller faire passer cette financée. Mais ça, là, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ce que vous dites, c'est une réalité, mais je crois savoir que dans ces différents départements que vous venez de citer, que ce soit la police ou encore la gendarmerie, il y a des profils psychologues là-bas, des profils de psychologie, des profils sociologues. Peut-être que ce n'est pas un grand nombre, ou bien des juristes aussi, des profils juristes. Peut-être que ce n'est pas... Si, c'est en cours. En cours, la police en cours, voilà, d'accord. Donc, au fur et à mesure, c'est en train de s'installer. Et puis, il faut que ça s'installe. En plus, il faut qu'il y ait un travail en synergie aussi. Ce que vous dites, c'est très important. Karim Diallo. Oui, c'est-à-dire que la question du permis de conduire pose un autre problème, qui est la question de la mobilité urbaine de façon générale. Et ça, il faut qu'on travaille à redimensionner nos villes à la hauteur du statut des citoyens qui y circulent. Quand vous allez dans des pays comme le Maroc, vous allez vous rendre compte que le centre-ville est réservé uniquement pour des activités administratives, des activités commerciales. Vous n'allez même pas avoir des habitations qui sont logées au milieu d'autres infrastructures politiques, administratives ou commerciales ou d'affaires. Et la majorité des résidents résident hors de la ville. Mais les moyens de transport sont tellement bien développés que Hervé Dapa, à partir de votre maison, le métro vous prend et puis vous dépose au service. Après, il vous prend là-bas et puis il ramène à la maison. La question de Ouagadougou, c'est que la question de la circulation, de la mobilité, c'est une préoccupation majeure qu'il faut qu'on travaille à prendre en compte. À travers un dispositif au niveau de la Sotraco, il faut vraiment renforcer les capacités au niveau de la Sotraco parce qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas suffisant à la hauteur, en tout cas, de la demande. Est-ce que si la Sotraco augmente son parc auto et développe son parc auto, est-ce que les Ouagalais sont capables d'abandonner leurs engins à 2 roues pour rouler avec la Sotraco? L'habitude est parfois difficile à abandonner. Oui, mais ça sera au fur et à mesure, Hervé Dapa. C'est-à-dire que si le dispositif est fiable, les gens vont emprunter les bus. Mais s'il faut aller faire 30 minutes, 40 minutes à l'arrêt du bus avant d'avoir le bus, c'est clair que c'est plus facile de prendre sa moto. Mais ça part d'une volonté aussi politique. Je pense que si les autorités politiques le veulent, on peut implémenter ça. Et on peut même désengorger aussi les villes. Parce que quand moi j'étais en tant qu'expert au niveau de l'urbanisme, on avait élaboré une stratégie de reconfiguration urbaine au regard donc du nombre important de personnes déplacées internes. C'est vrai que je ne sais pas quelle est la suite qui est donnée à ce rapport. Est-ce que ça est dans les tiroirs ou bien on a commencé à l'implémenter? Mais il y avait déjà des pistes qui avaient été données par rapport à toutes ces problématiques pour permettre aux élèves et aux étudiants d'avoir un dispositif de bus qui les prenne de la maison et qui les amène à leur lieu d'école et qui les ramène. Parce qu'effectivement, la question des accidents, à partir de octobre, vous allez vous rendre compte que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, vraiment la circulation est assez dense et ce n'est pas bon pour la sécurité publique. Et ça crée beaucoup de malheurs, des tristesses, des malheurs dans les familles. Et le port du casque aussi aurait pu éviter beaucoup de morts. Allez-y. Pour la petite anecdote, Hervé Dapa, j'étais à Bobo en atelier et je suis arrivé à Ouagadougou à la gare. Et donc je voulais un bus ou un taxi, mais j'ai fait 1 heure à la gare avant d'avoir donc un moyen pour nous. Alors que s'il y avait des bus réguliers à n'importe quelle heure, bon, les gens ne vont pas mettre trop d'accent sur les engins. C'est pour dire que la problématique du permis de conduire, c'est une problématique qu'il faut conduire, mais à côté, il faut développer un dispositif plus large pour permettre aux citoyens de se mouvoir plus librement à travers l'étendue du territoire national. En plus, avec la Sotraco, il y a beaucoup plus de garanties de sécurité. Je pense que ça pourrait encourager les usagers à pouvoir emprunter la Sotraco. Vous l'avez dit, Martin Savadogo, le ministère de la Sécurité fait beaucoup d'efforts, notamment dans le DIRCO. Vous allez voir sur ces images qu'on commence déjà à implémenter les constats des accidents avec la technologie, avec des drones. On regarde ce document. Un accident s'est produit à un carrefour de la place. Les éléments de la police nationale se sont rapidement mobilisés pour effectuer le constat. Pour aller plus vite, l'équipe fait appel à un drone pour le travail et l'opération est menée en moins de 5 minutes. C'est une démonstration de l'utilisation d'un drone dans le cadre d'un accident de la circulation routière. Cette technologie sera désormais utilisée à Bobo-Dioulasso pour les différentes opérations de constat d'accident. Les constats d'accident traditionnellement faits de manière manuelle
c'est plus de temps perdu, c'est de l'encombrement même au moment des constats d'accident. Alors, le ministère de la Sécurité est résolument tourné vers la modernisation des moyens, voilà, d'où l'implication des drones dans le constat d'accident, ce qui va permettre de gagner du temps et en même temps de désengorger rapidement les routes après les accidents de la circulation. Ces drones vont jouer plusieurs rôles dans la gestion des accidents de la circulation. Selon le directeur régional de la police nationale du Guirico, cette technologie devrait faciliter le travail de ces éléments sur le terrain. Vous avez regardé et suivi avec nous le rendu après traitement des données dans les bureaux. Je pense que c'est technique, c'est scientifique. Le drone, il ne remplace pas l'homme, mais c'est l'homme qui doit savoir l'utiliser pour qu'il puisse donner un travail, un rendu impeccable, un rendu de qualité indiscutable. Parce que de par le passé, très souvent, nous avons, lors des confrontations, alors les différentes parties qui viennent pour remettre souvent en cause le travail des agents. Et je pense que ça, c'est fini avec le drone. Le drone, il est scientifique. Toutes les dimensions sont paramétrées et c'est vérifiable par tout le monde. Pour mener à bien cette mission, des agents ont été formés au pilotage du drone. Du matériel a été offert à la direction régionale de la police nationale du Guirico afin de faciliter le bon déroulement de cette opération. Matthias Ouedraogo, vos impressions sur ces images-là? Le plus important, c'est comme ce qui est dit dans le reportage, là, le fait que ça donne des résultats incontestables. Parce que les drones survolent le lieu de l'accident, font des photos, et c'est fait de telle sorte que, vous ne pouvez pas contester, alors qu'avant, quand c'était les mesures faites avec des croquis, il y a souvent des contestations. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la célérité avec laquelle ces constats-là vont être désormais faits, parce qu'il n'est pas rare qu'on voit des accidents et il y a des obstructions du passage et des fils à n'en pas finir. Donc, c'est très bien que l'administration publique se modernise et la sécurité également, parce qu'on ne peut pas rester en marge du développement. Ah oui. Voilà, il faut l'intégrer. En marge du monde. Tout à fait, et c'est très bien que vraiment cela soit pris en compte. Karim Diallo, une phrase. Oui, que ce soit les drones, que ce soit le système de e-verbalisation, je pense que la digitalisation des procédures participe de la consolidation de la sécurité nationale. Voilà, parce que ça va gérer plusieurs problèmes à la fois. Et c'est très important, je félicite les forces de sécurité intérieure, pilotées par le ministère de la Sécurité, pour ces grandes innovations qui participent du bien-être de l'ensemble de la population. Arinala. Oui, je parlais tantôt de responsabilité. Je crois que si nous avions eu cette conscience politique de par le passé, nous n'allions pas tomber effectivement dans ces différentes anarchies que nous voyons dans la circulation. Et là, il faut saluer les autorités qui, depuis un certain moment, sont en train de moderniser et de digitaliser l'administration publique à travers tous les secteurs. Et par rapport à cette question des drones, je crois que c'est une avancée positive qu'il faut encourager, mettre les moyens à la disposition des démembrements étatiques pour qu'ils puissent effectivement opérer correctement leur travail en vue de produire des résultats probants et incontestables comme le camarade Martin l'a dit.